Le matin du 15 octobre 1975, Claire et Sophie Martineau quittent leur appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon pour acheter des fournitures scolaires. Elles ne reviendront jamais. Pendant 25 longues années, leur mère Marguerite vivra dans l'incertitude la plus totale, rongée par des questions sans réponse. Mais en l'an 2000, alors qu'elle démonte le vieux mobilier de l'appartement familial pour déménager, elle découvre une lettre cachée dans le double fond d'une armoire. Une lettre écrite de la main de Claire, sa fille aînée, quelques jours avant sa disparition. Cette lettre révélera une vérité si bouleversante qu'elle remettra en question tout ce que la famille croyait savoir sur les derniers jours des deux sœurs. Car ce que Claire avait découvert et ce qu'elle tentait désespérément de dénoncer était suffisamment grave pour que quelqu'un soit prêt à tout pour l'empêcher de parler. Avant de poursuivre cette histoire troublante, si vous appréciez les mystères non résolus comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous avons de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Maintenant, retournons à Lyon en 1975 pour découvrir comment tout a commencé. Lyon, automne 1975. La capitale des Gaules traverse une période de profonde transformation. Les grands travaux d'urbanisme modifient le visage de la ville, tandis que le métro, inauguré seulement 3 ans plus tôt, révolutionne les déplacements des Lyonnais. Dans le quartier populaire de la Croix-Rousse, ancien fief des Canutes, les familles ouvrières vivent encore dans des immeubles aux façades patinées par le temps, témoins silencieux de l'histoire industrielle de la cité. C'est dans ce décor authentique, au numéro 28 de la rue des Tables Claudiennes, que vit la famille Martineau depuis 15 ans. Henri Martineau, 48 ans, travaille comme ajusteur aux usines Berlier à Vénissieux. C'est un homme discret, aux mains calleuses et au regard fatigué par des années de labeur. Sa femme Marguerite, 45 ans, complète les revenus familiaux en faisant des ménages dans les beaux quartiers du 6e arrondissement. Malgré la modestie de leurs moyens, les Martineau ont toujours mis l'éducation de leur fille au centre de leurs préoccupations. Claire, l'aînée, vient de fêter ses 16 ans. C'est une adolescente sérieuse et appliquée, élève en classe de première au lycée La Martinière Diderot. Ses professeurs louent sa maturité exceptionnelle et son sens des responsabilités. Claire rêve de devenir institutrice, un projet ambitieux pour une fille d'ouvrier en cette époque où les destins semblent encore largement déterminés par l'origine sociale. Elle passe ses soirées à étudier dans sa petite chambre, éclairée par une lampe de chevet dont l'abat-jour rose crée une atmosphère chaleureuse. Claire a toujours été proche de sa sœur cadette, assumant naturellement un rôle protecteur envers elle. Sophie, 14 ans, présente un caractère diamétralement opposé. Élève de 3e au collège Vendôme, elle montre plus d'intérêt pour le dessin et la musique que pour les mathématiques ou l'histoire. Rebelle par nature, elle teste régulièrement les limites imposées par ses parents, rentrant parfois avec quelques minutes de retard ou oubliant volontairement certaines corvées ménagères. Malgré ces petites rébellions typiques de l'adolescence, Sophie reste une enfant fondamentalement obéissante et aimante. Elle admire sa grande sœur et suit généralement ses conseils, même si elle ne l'avouerait jamais ouvertement. L'appartement des Martineau, situé au 3e étage sans ascenseur, se compose de 3 pièces modestes, mais tenues avec un soin méticuleux. Le salon, qui fait également office de salle à manger, est meublé d'une table en formica beige, de 4 chaises dépareillées et d'un buffet en contreplaqué où Marguerite range la vaisselle du dimanche. Les murs sont ornés de quelques photographies de famille et d'un calendrier des postes. La cuisine, minuscule, ne peut accueillir qu'une personne à la fois. Les 2 filles partagent une chambre équipée de lits superposés, Claire occupant naturellement la couchette du haut en tant qu'aînée. Cette famille unie vit selon un rythme bien établi. Henri part à l'usine dès 6 heures du matin, tandis que Marguerite prépare le petit déjeuner des filles avant de les voir partir pour leurs établissements scolaires respectifs. Les soirées se déroulent généralement autour de la table de la cuisine, où chacun raconte sa journée pendant que Marguerite prépare le dîner. Les week-ends sont consacrés aux tâches ménagères et aux devoirs,
agrémenté parfois d'une promenade au parc de la Tête d'Or, si le temps le permet. Le quartier de la Croix-Rousse forme une véritable communauté où tout le monde se connaît. Madame Girard, la concierge de l'immeuble, surveille les allées et venues avec la vigilance d'un gardien de prison. Monsieur Blanc, le boulanger de la rue voisine, salue toujours les filles Martineau par leur prénom quand elles viennent acheter le pain du goûter. Cette proximité sociale, caractéristique des quartiers populaires de l'époque, crée un sentiment de sécurité qui sera brutalement remis en question par les événements à venir. L'atmosphère familiale des Martineau respire la stabilité et l'harmonie. Henri et Marguerite, mariés depuis 18 ans, forment un couple solide malgré les difficultés financières occasionnelles. Ils partagent les mêmes valeurs, le travail, l'honnêteté, le respect des autres et l'importance de l'éducation pour permettre à leurs filles d'avoir une vie meilleure que la leur. Ces valeurs, transmises quotidiennement par l'exemple plus que par les discours, ont façonné la personnalité des deux adolescentes. Claire et Sophie entretiennent une relation fraternelle complexe, mélange d'affection profonde et de rivalité typiquement sororale. Claire protège naturellement Sophie, l'aide pour ses devoirs et la défend quand leurs parents la grondent pour ses petites bêtises. Sophie, de son côté, admire secrètement sa grande sœur tout en cherchant constamment à affirmer sa propre personnalité. Leurs chamailleries quotidiennes ne remettent jamais en cause l'amour sincère qui les unit. Cette vie familiale paisible et prévisible va basculer brutalement en cette fin d'octobre 1975, quand un événement apparemment anodin, une simple sortie pour acheter des fournitures scolaires, va transformer à jamais le destin des Martineau. Car derrière la façade tranquille de ce quartier ouvrier se cachent des secrets que personne ne soupçonne, des vérités que Claire va découvrir et qui vont précipiter sa famille dans un cauchemar de 25 années. Le matin du 15 octobre 1975 se lève gris et humide sur Lyon. Un crachin persistant mouille les pavés de la Croix-Rousse, créant cette atmosphère typiquement automnale que les Lyonnais connaissent bien. Dans l'appartement des Martineau, la routine matinale suit son cours habituel. Henri est parti depuis longtemps pour l'usine, et Marguerite termine de préparer les affaires de ses filles avant leur départ pour les cours. Claire révise une dernière fois sa leçon d'histoire sur les guerres de religion, pendant que Sophie, encore ensommeillée, grignote sa tartine beurrée en feuilletant distraitement un magazine de mode. L'harmonie familiale est seulement troublée par la petite dispute habituelle entre les deux sœurs à propos de l'utilisation de la salle de bain. Ces querelles innocentes, qui exaspèrent souvent Marguerite, prendront rétrospectivement une dimension tragique quand elle se souviendra que ce furent les dernières paroles qu'elle entendit de ses filles. Vers 8 heures, Claire fait une annonce qui modifie légèrement le programme de la journée. « Maman, il faut qu'on aille acheter des cahiers et des stylos après les cours. Monsieur Lemoine nous a dit qu'on aura besoin de matériel spécial pour le projet d'art plastique. » Marguerite acquiesce distraitement, habituée à ces demandes de dernière minute. Elle donne à Claire 20 francs prélevés sur son porte-monnaie, une somme suffisante pour les achats prévus. Les deux sœurs quittent l'appartement vers 8h15, Claire portant son cartable en cuir marron hérité d'une cousine, Sophie balançant négligemment son sac à dos orné d'autocollants colorés. Marguerite les regarde depuis la fenêtre de la cuisine descendre la rue des Tables Claudiennes, leurs silhouettes se fondant rapidement dans la grisaille matinale. Elle ne sait pas qu'elle vient de voir ses filles pour la dernière fois. La journée scolaire se déroule normalement pour les deux adolescentes. Claire assiste à ses cours au lycée La Martinière Diderot avec son sérieux habituel, prenant des notes méticulées et participant activement aux discussions. Ses camarades de classe la trouvent peut-être un peu trop studieuse, mais ils respectent sa détermination et son intelligence. Sophie, au collège Vendôme, passe une journée plus agitée, récoltant un avertissement de son professeur de mathématiques pour bavardage excessif et un compliment de son professeur d'art plastique pour un dessin particulièrement réussi. À 16h30, les deux sœurs se retrouvent comme convenu devant l'arrêt de bus de la place des Terreaux.
Cette habitude, prise depuis le début de l'année scolaire, leur permet de rentrer ensemble et de partager les événements de leurs journées respectives. Claire, toujours ponctuelle, attend Sophie depuis quelques minutes quand celle-ci arrive en courant, son sac battant contre sa hanche. « Tu as pensé à demander où on peut trouver le matériel pour le projet ?» questionne Claire en vérifiant le contenu de son porte-monnaie. Sophie acquiesce avec un sourire malicieux. « Madame Bertrand m'a dit qu'il y a une nouvelle papeterie rue de la République qui a tout ce qu'il faut. Et en plus, elle fait des réductions pour les étudiants. » Cette information, qui semble anodine sur le moment, influencera tragiquement la suite des événements. Car au lieu de se rendre dans leur papeterie habituelle près de chez eux, les deux sœurs décident de faire un détour par le centre-ville pour profiter des prix avantageux mentionnés par l'enseignante de Sophie. Cette décision spontanée les mènera dans un quartier qu'elles connaissent moins bien, loin de la sécurité familière de leur environnement quotidien. Le trajet en bus jusqu'à la place Bellecour prend environ 20 minutes. Les deux sœurs bavardent de leur cours, Claire expliquant patiemment à Sophie les subtilités de la Révolution française, tandis que Sophie raconte avec animation les derniers potins de sa classe. D'autres passagers se souviendront plus tard de ces deux adolescentes qui semblaient parfaitement heureuses et insouciantes, sans aucun signe de préoccupation ou de peur. À 17h15, Claire et Sophie descendent place Bellecour, sous un ciel qui s'assombrit déjà. La plus grande place piétonne d'Europe grouille de son activité habituelle de fin d'après-midi. Employés de bureau qui rentrent chez eux, commerçants qui ferment leurs boutiques, touristes qui admirent la statue équestre de Louis XIV. Les deux sœurs remontent la rue de la République, cette artère commerçante qui traverse le cœur historique de Lyon du nord au sud. La papeterie recommandée se trouve effectivement rue de la République, près de la place de la Comédie. Il s'agit d'un petit commerce familial tenu par monsieur et madame Chevalier, un couple de sexagénaires qui a ouvert cette boutique 10 ans plus tôt. Madame Chevalier se souviendra parfaitement de la visite des deux sœurs Martineau, car Claire avait posé de nombreuses questions précises sur la qualité des différents papiers proposés, témoignant d'un sérieux peu commun chez les adolescentes. Les achats durent environ un quart d'heure. Claire choisit méticuleusement chaque article, vérifiant les prix et s'assurant que tout correspond aux exigences de ses professeurs. Sophie, moins patiente, explore les rayons en s'arrêtant devant les stylos colorés et les autocollants fantaisie. Les deux sœurs paient leurs achats 16 francs et 50 centimes et quittent la papeterie vers 17h45, leur sac désormais alourdi par les nouvelles fournitures. C'est ici que commence le mystère qui hantera la famille Martineau pendant 25 ans. Car selon le témoignage de Madame Chevalier, les deux sœurs ont quitté sa boutique ensemble, apparemment en direction de la place Bellecour, pour reprendre le bus vers la Croix-Rousse. Mais un autre témoin, monsieur Fernand Jobert, employé de banque qui sortait de son travail, place de la Comédie, affirme avoir vu deux adolescentes correspondant à leur description remonter la rue de la République vers les pentes de la Croix-Rousse, mais à pied et non en direction de l'arrêt de bus. Cette contradiction dans les témoignages constituera l'un des premiers éléments troublants de l'enquête qui va suivre. Pourquoi les sœurs Martineau auraient-elles décidé de rentrer à pied, un trajet de plus d'1 heure par temps pluvieux, alors qu'elles avaient l'argent pour le bus et l'habitude d'utiliser les transports en commun? Cette question restera sans réponse, comme beaucoup d'autres qui émailleront cette affaire. À 19h, quand Henri Martineau rentre de l'usine Berliet, l'appartement de la rue des Tables Claudiennes est vide. Marguerite, qui préparait le dîner en attendant le retour de ses filles, commence à manifester les premiers signes d'inquiétude. Il n'est pas inhabituel que les adolescentes rentrent avec quelques minutes de retard, mais jamais plus d'1 demi-heure, sans prévenir. Henri tente de rassurer sa femme, évoquant un probable arrêt chez une camarade ou un retard de bus, mais lui-même commence à ressentir cette angoisse sourde que tous les parents connaissent quand leurs enfants ne rentrent pas à l'heure prévue. À 20h, l'inquiétude se transforme en véritable panique. Henri descend interroger Madame Girard, la concierge, qui confirme n'avoir vu aucune des deux filles depuis le matin. Il fait ensuite le tour du quartier,
questionnant les commerçants et les voisins, mais personne n'a aperçu Claire et Sophie dans l'après-midi. Marguerite, de son côté, téléphone à toutes les familles d'amis de ses filles sans obtenir la moindre information. À 21h, Henri Martineau se résout à contacter la police du 1er arrondissement. Le fonctionnaire qui reçoit son appel adopte d'abord une attitude rassurante, expliquant que la plupart des adolescents signalés disparus rentrent chez eux dans les 48 heures. Cependant, face à l'insistance d'Henri et au fait que 2 sœurs ont disparu simultanément, il accepte d'enregistrer la déclaration et promet qu'une patrouille passera vérifier les derniers lieux connus de leur présence. Cette nuit, du 15 au 16 octobre 1975, sera la première d'une longue série de nuits blanches pour Henri et Marguerite Martineau. Assis dans leur salon, ils scrutent l'obscurité par la fenêtre, espérant voir apparaître leur fille au coin de la rue. Chaque bruit de pas dans l'escalier fait bondir leur cœur. Chaque sonnerie du téléphone déclenche un mélange d'espoir et de terreur. Mais l'aube se lève sans apporter la moindre nouvelle de Claire et Sophie. L'enquête officielle débute le lendemain matin, ouvrant un chapitre qui durera des mois sans apporter de réponse satisfaisante. Car ce que personne ne soupçonne encore, c'est que les sœurs Martineau ont découvert un secret si grave que certaines personnes étaient prêtes à tout pour l'empêcher d'être révélé. Un secret qui dormira caché pendant 25 ans, jusqu'à ce qu'une lettre oubliée ressurgisse du passé pour révéler enfin la vérité. Les premières semaines qui suivent la disparition de Claire et Sophie transforment radicalement l'existence de la famille Martineau. Henri, habituellement si ponctuel à l'usine Berliet, commence à accumuler les retards et les absences. Ses collègues remarquent son regard absent, ses gestes mécaniques, cette façon qu'il a désormais de sursauter au moindre bruit. Le contremaître, M. Pélissier, homme bourru mais au cœur tendre, ferme les yeux sur ses manquements professionnels, comprenant la détresse de son employé. Marguerite abandonne complètement ses ménages dans les beaux quartiers. L'idée de quitter l'appartement, ne serait-ce que quelques heures, lui est devenue insupportable. Et si les filles revenaient pendant son absence? Et si quelqu'un téléphonait avec des nouvelles? Cette angoisse permanente la cloue chez elle, transformant l'appartement familial en prison dorée où chaque objet évoque la présence fantôme de ses filles. La chambre de Claire et Sophie devient un sanctuaire intouchable. Marguerite refuse catégoriquement qu'Henri y change quoi que ce soit. Les lits restent faits comme les filles les avaient laissés le matin de leur disparition. Les livres scolaires demeurent ouverts aux pages qu'elles étudiaient la veille. Même la petite dispute au sujet de la brosse à cheveux qui traînait sur la commode dans un désordre adolescent reste figée dans l'état exact où les sœurs l'avaient laissée. Cette conservation obsessionnelle de l'environnement des disparus inquiète progressivement l'entourage des Martineau. Madame Girard, la concierge habituellement si bavarde, évite désormais les conversations avec Marguerite, ne supportant plus de voir cette femme jadis si énergique transformée en ombre errante. Les voisins de palier, les Lemoine, tentent bien de maintenir des relations cordiales, mais l'atmosphère de deuil perpétuel qui émane de l'appartement des Martineau finit par les décourager. L'enquête policière, menée par l'inspecteur Marcel Beaumont du commissariat du 1er arrondissement, suit son cours avec une efficacité toute relative. Beaumont, quinquagénaire expérimenté aux méthodes traditionnelles, explore méthodiquement toutes les pistes classiques. Il interroge les camarades de classe des 2 sœurs, recherche d'éventuels témoins dans le quartier de la République, vérifie les registres des hôpitaux et des morgues dans un rayon de 100 km autour de Lyon. Les premières semaines de l'enquête apportent quelques maigres indices. Plusieurs témoins confirment avoir vu les sœurs Martineau dans la rue de la République entre 17h30 et 18h. Un chauffeur de taxi affirme avoir été interpellé par 2 adolescentes près de la place de la Comédie. Mais elles auraient finalement renoncé à monter dans son véhicule. Un gardien de nuit d'un immeuble de bureau, rue Édouard Herriot, croit les avoir aperçus remontant vers les pentes de la Croix-Rousse vers 18h30. Ces témoignages, bien que concordants sur la présence des sœurs dans le centre-ville, ne permettent pas d'établir un itinéraire précis,
ni d'identifier ce qui a pu leur arriver entre 18h30 et l'heure où leurs parents ont constaté leur absence. L'inspecteur Beaumont concentre donc ses efforts sur l'environnement immédiat des disparus. Famille, amis, établissements scolaires, fréquentations habituelles. Cette enquête de proximité révèle rapidement que Claire et Sophie Martineau menaient une existence exemplaire, sans aucun élément susceptible d'expliquer une fugue ou un enlèvement ciblé. Leurs professeurs dressent un portrait unanimement positif des deux sœurs. Claire est décrite comme une élève modèle, sérieuse et respectueuse, sans aucun problème disciplinaire. Sophie, malgré son caractère plus fantaisiste, reste dans les normes habituelles de l'adolescence, ses quelques écarts de conduite ne sortant jamais du cadre de la simple espièglerie. L'exploration des relations familiales ne révèle aucune tension particulière. Henri et Marguerite forment un couple stable, sans conflit majeur ni problème financier grave. Les voisins confirment l'harmonie apparente de cette famille ouvrière, soulignant l'attention que les parents portaient à l'éducation de leur fille. Aucun élément ne permet d'envisager une fugue motivée par des difficultés familiales. Cependant, au fil des semaines, une piste particulière attire l'attention de l'inspecteur Beaumont. Plusieurs témoins signalent avoir remarqué, dans les jours précédant la disparition, un homme d'âge moyen qui semblait s'intéresser aux allées et venues des sœurs Martineau. Madame Girard se souvient d'un individu qui stationnait régulièrement dans une Citroën DS bleue au bout de la rue des Tables Claudiennes, apparemment en observation. Ce mystérieux personnage est également repéré par Monsieur Blanc, le boulanger, qui l'a vu plusieurs fois près de son établissement aux heures où les filles venaient acheter leur goûter. La description fournie par les témoins converge vers un homme d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, aux cheveux châtains légèrement grisonnants, toujours vêtu d'un pardessus sombre et portant des lunettes de vue. Cette piste semble prometteuse, jusqu'à ce qu'elle aboutisse à une impasse décevante. Les recherches dans les fichiers de police ne permettent d'identifier aucun suspect correspondant à ce signalement. L'enquête de voisinage étendue à tout le quartier ne fournit aucun indice supplémentaire sur l'identité de cet homme. Pire encore, après la disparition des sœurs, plus personne ne signale sa présence, comme s'il avait totalement disparu de la circulation. Cette coïncidence troublante convainc l'inspecteur Beaumont qu'il tient là le responsable probable de l'enlèvement des deux sœurs. Il consacre des semaines à cette piste, faisant surveiller les abords des établissements scolaires, questionnant les garagistes sur d'éventuelles réparations de Citroën DS bleu, consultant les registres d'immatriculation. Mais toutes ces démarches restent vaines, l'homme à la Citroën bleue demeurant introuvable. Parallèlement à l'enquête officielle, Henri Martineau mène ses propres recherches avec l'énergie du désespoir. Chaque week-end, il arpente les rues de Lyon en distribuant des photos de ses filles, questionnant les passants, affichant des avis de recherche sur tous les panneaux disponibles. Cette activité frénétique lui donne l'illusion d'agir utilement, mais elle épuise ses forces physiques et morales sans apporter le moindre résultat tangible. Marguerite, de son côté, développe une routine obsessionnelle qui structure ses journées vides. Chaque matin, elle téléphone au commissariat pour demander s'il y a du nouveau. Elle consulte méthodiquement tous les journaux locaux, découpant et classant chaque article qui évoque une disparition ou une découverte de corps non identifiés. L'après-midi, elle reprend inlassablement les affaires de ses filles, les pliant et les repliant comme si ce rituel pouvait les faire revenir. Le temps qui passe transforme progressivement l'espoir en résignation douloureuse. Les médias locaux, qui avaient initialement accordé une attention soutenue à l'affaire des sœurs Martineau, se détournent vers d'autres actualités. Les amis et la famille élargie, épuisés par des mois d'angoisse partagée, espacent leurs visites et leurs appels téléphoniques. Même l'inspecteur Beaumont, malgré sa conscience professionnelle, doit reconnaître que l'enquête s'enlise dans l'absence totale d'éléments nouveaux. À l'approche du premier anniversaire de la disparition, Henri et Marguerite traversent une crise conjugale majeure. Henri, rongé par un sentiment d'impuissance, trouve refuge dans l'alcool.
Ses collègues de l'usine le voient arriver de plus en plus souvent avec l'haleine chargée. Ses gestes deviennent imprécis, ses colères imprévisibles. Marguerite, enfermée dans son obsession du retour des filles, refuse d'admettre la possibilité de leur mort et reproche à son mari ce qu'elle perçoit comme un abandon. Cette période douloureuse culmine lors d'une dispute mémorable qui manque de briser définitivement le couple. Henri, dans un moment de lucidité cruelle, suggère de transformer la chambre des filles en salon, arguant que cette conservation obsessionnelle empêche la famille de faire son deuil. Marguerite explose littéralement, accusant son mari de vouloir effacer leurs enfants, de les tuer une seconde fois. Cette confrontation brutale révèle l'abîme qui s'est creusé entre les deux époux dans leur façon de gérer la tragédie. Heureusement, l'intervention d'une assistante sociale du secteur, Madame Joséphine Faure, permet de sauver ce qui peut l'être. Cette femme expérimentée, habituée aux drames familiaux, aide progressivement le couple à reconstruire un semblant d'équilibre. Elle n'essaie pas de leur faire oublier leur fille, mais les guide vers une acceptation de l'incertitude qui leur permettra de continuer à vivre sans renoncer totalement à l'espoir. Grâce à ce soutien professionnel, Henri parvient à limiter sa consommation d'alcool et à retrouver une certaine stabilité professionnelle. Marguerite accepte de reprendre quelques heures de ménage par semaine, non pas par nécessité financière, mais pour rompre l'isolement qui l'étouffait. Le couple apprend à vivre avec cette blessure béante, sans la guérir, mais sans la laisser les détruire complètement. Les années passent ainsi, marquées par une alternance de périodes d'accalmie relative et de crises déclenchées par le moindre événement évocateur. Chaque fois qu'un fait divers évoque la disparition d'adolescentes, chaque fois qu'un corps non identifié est découvert quelque part en France, l'espoir et l'angoisse ressurgissent avec la même intensité qu'au premier jour. Mais globalement, les Martineau apprennent à porter leur douleur avec une dignité qui force le respect de leur entourage. En 1985, 10 ans après la disparition, une nouvelle piste semble s'ouvrir quand la police découvre, dans une carrière abandonnée près de Givors, les ossements de 2 adolescentes. L'âge approximatif et la taille des victimes correspondent aux sœurs Martineau, relançant brutalement tous les espoirs et toutes les angoisses. Henri et Marguerite vivent des semaines d'attente insoutenables, oscillant entre la terreur d'une confirmation tragique et le soulagement d'avoir enfin des réponses. Les analyses médico-légales révèlent finalement que ces ossements appartiennent à 2 jeunes filles mortes depuis au moins 15 ans, donc antérieurement à 1970. Cette découverte, bien qu'elle écarte la possibilité qu'il s'agisse de Claire et Sophie, replonge les Martineau dans l'incertitude qui leur est devenue familière. Ils réalisent alors que cette attente pourrait durer jusqu'à la fin de leurs jours, que la vérité sur le sort de leur fille risque de rester à jamais inaccessible. Cette prise de conscience marque un tournant dans leur façon d'aborder leur tragédie personnelle. Ils décident de créer une association d'aide aux familles de disparus, trouvant dans l'entraide une forme d'apaisement à leur propre souffrance. Cette activité leur permet de canaliser leur énergie vers quelque chose d'utile, tout en maintenant vivante la mémoire de leur fille. L'association Espoir et Solidarité, fondée en 1987 dans une petite salle prêtée par la mairie du 1er arrondissement, accueille rapidement d'autres familles confrontées à des disparitions inexpliquées. Henri et Marguerite y trouvent une nouvelle raison de vivre, découvrant que leur expérience douloureuse peut servir à accompagner d'autres parents dans la même détresse. Cette activité bénévole structure leur semaine et leur redonne un sentiment d'utilité sociale. Au fil des années, les Martineau deviennent des figures respectées dans le milieu associatif lyonnais. Leur combat discret, mais déterminé, attire l'attention des médias et des autorités locales. En 1992, ils obtiennent de la préfecture la création d'une cellule spécialisée dans les disparitions inquiétantes, amélioration significative qui bénéficiera à d'autres familles confrontées aux mêmes épreuves. Cependant, malgré cet engagement social qui leur apporte des satisfactions personnelles, Henri et Marguerite n'oublient jamais leur propre fille. Chaque 15 octobre, anniversaire de la disparition,
Ils organisent une messe à l'église Saint-Bruno des Chartreux, dans leur quartier de la Croix-Rousse. Cette cérémonie, d'abord intime, rassemble progressivement parents d'autres disparus, bénévoles de l'association et habitants du quartier touchés par leur histoire. Ces commémorations annuelles deviennent peu à peu un rendez-vous attendu dans la vie du quartier, moment de recueillement, mais aussi d'espoir partagé. Le père Damascène, curé de la paroisse depuis 1989, prend l'habitude de prononcer des homélies particulièrement émouvantes où il évoque la foi qui permet de surmonter les épreuves les plus terribles. Ces messes contribuent à maintenir vivant le souvenir de Claire et Sophie dans la mémoire collective locale. En 1995, 20 ans après la disparition, l'inspecteur Beaumont, désormais proche de la retraite, rend une visite privée au Martineau. Cette démarche personnelle, qu'aucun règlement n'impose, témoigne de l'attachement sincère que le policier a développé pour cette famille au fil des années. Il vient leur annoncer officiellement que l'enquête sur la disparition de leur fille reste ouverte, mais qu'aucun élément nouveau n'est apparu depuis plusieurs années. Cette visite, bien qu'elle n'apporte aucune révélation, réconforte Henri et Marguerite. Ils comprennent que leur histoire a marqué cet homme habitué pourtant au drame humain, que l'énigme des sœurs Martineau continue de le hanter comme elles les hantent eux-mêmes. L'inspecteur leur promet de transmettre le dossier à son successeur avec une recommandation particulière, s'engageant à ce que l'affaire ne tombe jamais complètement dans l'oubli. À l'approche de l'an 2000, Henri et Marguerite, désormais âgés respectivement de 73 et 70 ans, commencent à ressentir le poids de l'âge. Henri souffre de problèmes cardiaques liés aux années difficiles qu'il a traversées, tandis que Marguerite développe les premiers symptômes d'arthrose qui limitent sa mobilité. Ces soucis de santé les amènent à envisager un déménagement vers un logement plus adapté à leurs conditions de personnes âgées. L'idée de quitter l'appartement de la rue des Tables Claudiennes, théâtre de tant de souvenirs, heureux et douloureux, suscite chez eux des sentiments contradictoires. D'un côté, la nécessité pratique s'impose. 3 étages sans ascenseur deviennent difficiles à négocier quotidiennement. L'entretien de cet appartement trop grand pour eux représente une charge croissante. De l'autre, abandonner ce lieu revient symboliquement à accepter définitivement que leurs filles ne reviendront jamais. Cette décision douloureuse occupe leur conversation pendant des mois. Marguerite exprime ses réticences avec une émotion palpable. Comment partir de l'endroit où Claire et Sophie pourraient éventuellement venir les chercher? Comment abandonner cette chambre préservée où subsistent les dernières traces tangibles de leur présence? Henri, plus pragmatique mais non moins ému, fait valoir les arguments de la raison. Leur santé déclinante, l'isolement croissant dans un quartier qui a lui-même beaucoup changé en 25 ans, c'est finalement l'intervention bienveillante du père Damascène qui les aide à franchir le pas. Le prêtre leur fait remarquer que l'amour qu'ils portent à leur fille ne réside pas dans les murs d'un appartement, mais dans leur cœur, où il demeurera intact quel que soit l'endroit où ils vivront. Cette réflexion, empreinte de sagesse pastorale, les console suffisamment pour qu'ils acceptent l'idée du déménagement. Ils trouvent finalement un petit appartement de 2 pièces au rez-de-chaussée d'une résidence pour personnes âgées, située avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement. Ce logement moderne, équipé d'un ascenseur et de services d'assistance, répond parfaitement à leurs besoins actuels. La proximité du centre-ville leur permettra de continuer leurs activités associatives, tandis que l'environnement sécurisé rassure leurs proches sur leur bien-être quotidien. La préparation du déménagement, prévue pour le printemps 2000, devient un événement chargé d'émotions. Chaque objet exhumé des placards et des tiroirs ravive des souvenirs. Chaque décision de conservation ou d'abandon suscite des débats intérieurs douloureux. Marguerite passe des heures à trier les affaires de ses filles, gardant précieusement quelques vêtements, quelques livres, quelques dessins de Sophie, mais acceptant de se séparer de l'essentiel. Cette phase de tri, psychologiquement épuisante, s'avère néanmoins thérapeutique. Pour la première fois depuis 25 ans,
Henri et Marguerite parlent librement de leurs filles au passé, évoquent leurs qualités et leurs défauts avec la tendresse nostalgique de parents ordinaires. Cette évolution subtile dans leur discours témoigne d'un apaisement progressif, d'une acceptation encore fragile mais réelle de leurs conditions de parents endeuillés. C'est dans ce contexte de bouleversement et de renouveau que va surgir la découverte qui changera définitivement leur vie. Car en déplaçant l'ancienne armoire de la chambre des filles, Marguerite va mettre au jour un secret que Claire avait caché avec le soin méticuleux qui la caractérisait. Un secret si grave qu'il expliquera enfin pourquoi deux adolescentes innocentes ont payé de leur vie, la découverte d'une vérité que certains voulaient maintenir dans l'ombre à tout prix. Le matin du 12 mai 2000, une équipe de déménageurs de l'entreprise Transport Bellecour se présente rue des Tables Claudiennes pour procéder au transfert des affaires des Martineau vers leur nouveau logement. Henri et Marguerite ont passé les semaines précédentes à trier, emballer et étiqueter leurs biens avec un soin méticuleux, transformant cette corvée nécessaire en un rituel d'adieu à leur ancienne vie. L'appartement, vidé progressivement de ses meubles et de ses objets familiers, révèle peu à peu l'usure de 25 années d'occupation. Les traces plus claires sur les murs marquent l'emplacement des cadres décrochés. Les planchers grincent différemment sous les pas maintenant que les tapis ont été roulés et emportés. Cette transformation de l'espace familier en coquille vide accentue l'émotion du moment pour les deux époux. Marguerite supervise les opérations avec une attention particulière quand les déménageurs s'attaquent à la chambre de Claire et Sophie. Cette pièce, sanctuarisée depuis la disparition, n'a pratiquement pas été modifiée en 25 ans. Les meubles, installés dans les années 1960 lors de l'emménagement de la famille, présentent cette solidité caractéristique du mobilier d'époque, mais leur déplacement révèle les signes du temps et de l'usure. L'armoire des filles, imposante structure en contreplaqué de chêne, mesurant près de 2 mètres de hauteur, pose des difficultés particulières aux déménageurs. Sa taille et son poids nécessitent l'intervention de 3 hommes pour la déplacer sans risquer de l'endommager. Claude Mercier, le chef d'équipe, remarque que ce meuble semble exceptionnellement lourd pour sa taille, comme s'il contenait encore des affaires malgré les semaines de tri qu'ont effectuées les Martineau. « Madame Martineau, interpelle Claude en s'essuyant le front, vous êtes sûre qu'il n'y a plus rien dans cette armoire? Elle pèse un âne mort, excusez l'expression. » Marguerite, qui a pourtant vidé méthodiquement tous les tiroirs et toutes les étagères, confirme que le meuble devrait être entièrement vide. Cette certitude l'intrigue suffisamment pour qu'elle demande aux déménageurs de poser l'armoire au centre de la pièce, afin de l'examiner une dernière fois. L'inspection révèle effectivement que l'intérieur de l'armoire ne contient plus aucun vêtement, ni objet visible. Cependant, Claude Mercier, fort de ses 20 ans d'expérience dans le métier, remarque une anomalie dans la structure du meuble. Le fond de l'armoire, qui devrait être d'une seule pièce, présente une légère différence de teinte sur environ 1/3 de sa surface. Cette variation subtile suggère la présence d'un panneau rapporté ou d'un double fond. Intriguée par cette observation, Marguerite examine attentivement l'arrière du meuble avec Henri, qui vient de les rejoindre. Effectivement, en regardant de près, il distingue les contours très fins d'un rectangle découpé dans le contreplaqué du fond. Ce panneau amovible, invisible de l'intérieur de l'armoire, a été si habilement dissimulé qu'il a échappé à tout leur regard pendant 25 ans. Henri, bricoleur occasionnel, comprend immédiatement le système. Il s'agit d'un double fond classique, probablement aménagé par le fabricant pour créer un espace de rangement secret. Ce type d'installation était courant dans les meubles des années 1950-1960, époque où les familles modestes cherchaient à optimiser le moindre centimètre carré de rangement. Pour y accéder, il suffit de faire glisser latéralement le panneau amovible. Claire et Sophie savaient-elles que cette cache existait ? Se demande Marguerite à voix haute. Henri hausse les épaules, rappelant que les filles avaient grandi avec cette armoire sans jamais mentionner cette particularité. Cependant, Claire, avec son esprit observateur et méthodique,
avait très bien pu découvrir ce secret et décider de l'utiliser pour cacher quelque chose d'important. Avec des gestes précautionneux, Henri fait glisser le panneau sur son rail de guidage. L'espace ainsi révélé d'environ 30 cm de largeur sur 40 de hauteur contient effectivement un objet qui explique le poids anormal de l'armoire. Il s'agit d'une boîte à chaussures de marque André, soigneusement fermée par du ruban adhésif jauni par le temps et portant une inscription manuscrite à l'encre bleue, à ouvrir seulement en cas d'urgence. Claire Martineau. Cette découverte stupéfie littéralement Henri et Marguerite. L'écriture est indiscutablement celle de leur fille aînée, avec cette application caractéristique qu'elle mettait dans tous ses devoirs scolaires. La boîte elle-même, légèrement poussiéreuse mais en parfait état de conservation, témoigne d'un séjour prolongé dans cet espace sec et protégé. Comment Claire avait-elle découvert cette cache? Depuis quand l'utilisait-elle? Et surtout, que contenait cette boîte qu'elle jugeait suffisamment important pour le dissimuler avec tant de précaution? Les déménageurs, témoins involontaires de cette découverte émouvante, respectent le silence qui s'est installé dans la pièce. Claude Mercier fait discrètement signe à ses collègues de continuer leur travail dans les autres pièces, laissant l'intimité nécessaire aux Martineau pour affronter cette résurrection inattendue du passé. L'atmosphère de la chambre se charge d'une tension palpable, mélange d'appréhension et d'espoir que tous les parents de disparus connaissent bien. Marguerite prend la boîte entre ses mains tremblantes, surprise par son poids relativement important. À travers le carton, elle perçoit le bruit caractéristique d'objets variés qui se déplacent quand elle incline légèrement le contenant. Son cœur bat la chamade, tandis qu'elle réalise qu'elle tient peut-être enfin la clé du mystère qui hante sa famille depuis 25 ans. Mais elle ressent également une appréhension profonde. Et si le contenu de cette boîte révélait des vérités qu'elle préférerait ne pas connaître? Henri l'encourage d'un regard à procéder à l'ouverture, mais Marguerite hésite encore. Cette boîte représente le dernier lien tangible avec sa fille aînée, la dernière surprise que Claire peut encore lui réserver. Une fois ouverte, ce lien sera consommé, cette surprise épuisée. Elle savoure donc ces derniers instants d'ignorance, ces dernières secondes où tous les espoirs restent permis. Finalement, rassemblant son courage, elle découpe délicatement le ruban adhésif avec des ciseaux qu'Henri lui tend. Le couvercle se soulève avec la facilité d'une boîte récemment fermée, révélant un contenu soigneusement organisé qui témoigne de la méticulosité habituelle de Claire. Au sommet de l'empilement repose une enveloppe de format standard, fermée, et portant cette inscription au stylo à billes bleues, pour papa et maman, à lire en premier. Sous cette enveloppe, Marguerite distingue d'autres papiers, des photographies, et ce qui ressemble à des articles de journaux découpés et classés. L'ensemble évoque les archives personnelles d'une adolescente particulièrement organisée, mais la nature exacte de ces documents reste mystérieuse. Une chose frappe immédiatement Marguerite. Tout ce matériel semble récent, datant probablement des semaines qui ont précédé la disparition de Claire. Henri s'approche de sa femme et pose une main rassurante sur son épaule. Ensemble, ils contemplent cette enveloppe qui va peut-être enfin répondre aux questions qui les torturent depuis un quart de siècle. Dans le silence de la chambre vide, entrecoupé seulement par les bruits d'activité des déménageurs dans les autres pièces, ils comprennent qu'ils s'apprêtent à franchir un seuil irréversible. Quoi que contienne cette lettre de Claire, leur vision des événements de 1975 ne sera plus jamais la même. Marguerite ouvre l'enveloppe avec des précautions infinies, comme si elle manipulait une relique sacrée. Les feuillets qu'elle en extrait, au nombre de 4, sont couverts de l'écriture serrée et appliquée de Claire. L'encre bleue a légèrement pâli avec le temps, mais le texte reste parfaitement lisible. En haut de la première page, une date fait battre le cœur de Marguerite. 13 octobre 1975. Cette lettre a été écrite 2 jours seulement avant la disparition des sœurs. Cette découverte extraordinaire va révéler des vérités que personne n'avait soupçonnées. Car Claire, avec son sens aigu de la justice et sa maturité précoce, avait découvert un secret si grave qu'elle avait pris la précaution de le consigner par écrit, pressentant peut-être les dangers qu'encourait sa famille.
Ce qu'elle avait découvert dans les semaines précédant sa disparition était suffisamment choquant pour qu'elle ressente le besoin de constituer un dossier complet, suffisamment inquiétant pour qu'elle le cache avec tant de précaution. La lecture de cette lettre va projeter les Martineau dans un univers qu'ils n'avaient jamais soupçonné, révélant que leurs filles innocentes étaient devenues les témoins involontaires d'activités criminelles qui dépassaient tout ce que leur imagination avait pu concevoir. Le mystère de leur disparition va enfin s'éclaircir, mais d'une manière si terrible qu'Henri et Marguerite comprendront pourquoi la vérité était restée enfouie si longtemps. Marguerite déplie la première page de la lettre de Claire avec des gestes infiniment précautionneux, comme si le papier risquait de se désintégrer sous ses doigts. L'écriture de sa fille, cette calligraphie appliquée qu'elle reconnaîtrait entre mille, danse devant ses yeux embués de larmes. Henri se penche par-dessus son épaule, et ensemble, ils découvrent les premiers mots de ce testament posthume. « Mes chers parents, si vous lisez cette lettre, c'est que quelque chose de grave m'est arrivé. » Cette entrée en matière glaçante confirme immédiatement leurs pires appréhensions. Claire ne décrit pas les événements de sa vie quotidienne, ni ne confie des secrets d'adolescente. Elle s'adresse à eux avec la gravité d'une adulte consciente du danger qu'elle court. La suite du texte, rédigée dans un style précis et méthodique qui reflète la personnalité de leur fille, révèle progressivement l'ampleur du drame qui se préparait. Depuis 3 semaines, j'ai découvert des choses terribles sur Monsieur Lemoine, notre professeur d'art plastique au lycée. Ce que je vais vous raconter va vous sembler incroyable, mais j'ai des preuves de tout ce que j'avance. J'ai voulu en parler à quelqu'un, mais je ne savais pas à qui faire confiance. Alors j'ai décidé d'écrire tout ce que je sais au cas où il m'arriverait quelque chose. Le nom de Monsieur Lemoine fait immédiatement réagir Henri. Il se souvient parfaitement de cet enseignant que Claire mentionnait régulièrement dans ses conversations familiales. Professeur d'art plastique au lycée. La martinière Diderot, Gabrielle Lemoine jouissait d'une excellente réputation auprès des élèves et de ses collègues. La cinquantaine élégante, toujours impeccablement vêtu, il était réputé pour ses méthodes pédagogiques innovantes et son attention particulière aux élèves les plus doués. Marguerite poursuit sa lecture avec une appréhension croissante. Claire décrit comment, 3 semaines avant la rédaction de cette lettre, elle avait été choisie, avec quelques autres élèves, pour participer à un projet artistique spécial organisé par Monsieur Lemoine. Ce projet, présenté comme une opportunité exceptionnelle pour des élèves motivés, consistait à photographier différents quartiers de Lyon pour constituer un album documentaire sur l'évolution urbaine de la ville. Au début, tout semblait normal, continue la lettre. Monsieur Lemoine nous avait expliqué qu'il travaillait avec des photographes professionnels pour nous apprendre les vraies techniques. Il nous donnait rendez-vous après les cours dans son atelier, une ancienne imprimerie qu'il loue rue Sainte-Catherine, près des quais du Rhône. Cette information fait tiquer Henri. La rue Sainte-Catherine se trouve effectivement près des quais, mais c'est un secteur plutôt mal famé en 1975, fréquenté surtout par les dockers et quelques établissements de nuit peu recommandables. Pourquoi un professeur de lycée aurait-il installé son atelier dans ce quartier peu adapté à la fréquentation d'adolescents? La suite de la lettre éclaircit progressivement cette question troublante. Claire explique qu'elle avait d'abord été flattée d'être sélectionnée pour ce projet prestigieux. Monsieur Lemoine l'avait présentée comme l'une de ses meilleures élèves, capable de comprendre les subtilités artistiques que le projet exigeait. Cette reconnaissance de ses talents par un professeur qu'elle admirait avait initialement comblé l'adolescente studieuse. Les premières séances dans l'atelier de la rue Sainte-Catherine s'étaient déroulées conformément aux descriptions de l'enseignant. Lemoine présentait effectivement des techniques photographiques avancées, expliquait les jeux d'ombre et de lumière, initiait ses élèves privilégiés au secret de la composition artistique. L'atelier lui-même, aménagé dans d'anciens locaux industriels, impressionnait par son équipement professionnel et sa décoration soignée. Cependant, au fil des séances, Claire avait commencé à remarquer des détails troublants.
D'abord, le fait que Monsieur Lemoine insistait toujours pour que les élèves viennent individuellement à l'atelier, prétextant que le travail en groupe nuisait à la concentration artistique. Ensuite, ces demandes de pause devenaient progressivement plus audacieuses, sous prétexte d'explorer toutes les facettes de l'expression corporelle. Il nous faisait croire que les grands photographes travaillaient toujours ainsi, écrit Claire avec une lucidité douloureuse. Il citait des noms d'artistes célèbres, parlait de l'art moderne, nous faisait honte de nos réticences en les présentant comme des préjugés bourgeois. Nous étions si fiers d'être traités comme des adultes que nous n'osions pas protester. La lecture de ces passages serre le cœur de Marguerite. Elle imagine sa fille aînée, si sérieuse et si désireuse de bien faire, manipulée par cet homme qui exploitait sa confiance et son respect pour l'autorité professorale. L'innocence de Claire, sa bonne volonté naturelle, sa soif d'apprendre, avaient été retournées contre elle par un prédateur qui savait parfaitement comment abuser de la naïveté adolescente. Henri, de son côté, ressent une colère sourde monter en lui. En tant que père, il se reproche de ne pas avoir été plus attentif aux activités extrascolaires de ses filles. Mais comment aurait-il pu soupçonner qu'un professeur respecté du système éducatif public représentait une menace pour ses enfants? Comment les parents de 1975 pouvaient-ils imaginer de tels abus de la part de figures d'autorité en lesquelles ils avaient une confiance absolue? La lettre révèle ensuite l'événement qui avait ouvert les yeux de Claire sur la véritable nature des activités de Monsieur Lemoine. Un jeudi après-midi, arrivée plus tôt que prévu à l'atelier, elle avait surpris une conversation téléphonique de l'enseignant qui ne laissait aucun doute sur ses intentions véritables. Lemoine parlait de marchandises fraîches, de clients exigeants et de tarifs spéciaux pour les très jeunes modèles. Cette révélation brutale avait provoqué chez Claire un choc psychologique majeur. L'adolescente avait brutalement compris qu'elle et ses camarades étaient victimes d'un réseau de production d'images pédopornographiques déguisées en projets artistiques éducatifs. La sophistication de la manipulation, l'utilisation de l'autorité professorale pour endormir la méfiance des victimes, l'exploitation des aspirations artistiques légitimes des adolescents révélaient un système criminel d'une perversité achevée. Paralysée par la peur et la honte, Claire n'avait pas immédiatement réagi à cette découverte. Comme beaucoup de victimes d'abus, elle s'était d'abord sentie complice, persuadée que sa naïveté faisait d'elle une responsable de la situation. Cette culpabilisation, soigneusement entretenue par Monsieur Lemoine, qui rappelait régulièrement à ses modèles qu'elles étaient volontaires et consentantes, avait retardé sa prise de conscience et sa réaction. Cependant, l'intelligence et la force de caractère de Claire avaient fini par triompher de ces manipulations psychologiques. Comprenant l'ampleur du danger qu'elle courait, ainsi que ses camarades, elle avait décidé d'agir avec la méticulosité qui la caractérisait. Au lieu de se précipiter vers une dénonciation immédiate qui risquait d'être parole d'adolescente contre parole d'adulte respectée, elle avait entrepris de constituer un dossier de preuves irréfutables. La suite de la lettre détaille cette enquête personnelle que Claire avait menée avec un courage et une intelligence remarquables. Profitant de sa connaissance des habitudes de Monsieur Lemoine, elle avait réussi à photographier discrètement certains documents compromettants laissés sur le bureau de l'atelier. Elle avait également noté minutieusement les noms des autres élèves impliqués, les dates et heures des séances, les propos exacts tenus par l'enseignant lors des séances de manipulation psychologique. Plus impressionnant encore, Claire avait réussi à identifier une partie du réseau auquel appartenait Monsieur Lemoine. En suivant discrètement son professeur après certaines séances, elle avait découvert qu'il se rendait régulièrement dans un appartement bourgeois du 6e arrondissement, près de la place Bellecour. Les allées et venues dans cet immeuble révélaient l'existence d'autres complices, parmi lesquels Claire avait formellement identifié 2 autres enseignants de lycée lyonnais. Cette découverte avait terrifié l'adolescente. Elle réalisait qu'elle n'avait pas affaire à un professeur isolé au comportement déviant, mais à une véritable organisation criminelle impliquant plusieurs adultes en position de confiance. L'ampleur du réseau expliquait sa sophistication,
Ses méthodes rodées, sa capacité à recruter et manipuler de jeunes victimes sans éveiller les soupçons des familles et des institutions. Je sais maintenant que je cours un grand danger, conclut la première partie de la lettre. Monsieur Lemoine commence à se douter que j'ai compris. Il me pose des questions bizarres, veut savoir si j'ai parlé à quelqu'un, me fait des menaces déguisées en plaisanterie. Je ne peux plus aller aux séances sans avoir peur. Mais je ne peux pas non plus arrêter brutalement. Ça lui confirmerait ses soupçons. Henri et Marguerite échangent un regard bouleversé. Ils comprennent que leur fille avait été prise dans un piège mortel, contrainte de continuer à fréquenter son bourreau pour ne pas éveiller ses soupçons, mais consciente que chaque visite à l'atelier accroissait le danger qu'elle courait. Cette situation intenable explique l'état de stress qu'ils avaient remarqué chez Claire dans les dernières semaines, cette nervosité qu'ils avaient attribuée à la pression scolaire. Mais la lettre ne s'arrête pas là. La deuxième page révèle une information encore plus troublante. Sophie avait découvert le secret de sa sœur aînée. Malgré les précautions de Claire pour cacher ses activités d'enquête, la curiosité naturelle de sa cadette avait fini par percer le mystère. Sophie avait trouvé et lu une partie des notes que Claire cachait dans sa chambre, découvrant ainsi l'existence du réseau pédophile. Cette révélation plonge Marguerite dans un abîme de détresse. Non seulement Claire était en danger, mais Sophie, avec son caractère impulsif et sa tendance à agir avant de réfléchir, risquait de compromettre la sécurité de sa sœur par une réaction intempestive. La lettre confirme ses craintes. Sophie, révoltée par ce qu'elle avait appris, voulait immédiatement tout révéler aux parents et à la police, sans comprendre les précautions nécessaires pour protéger les preuves et assurer la sécurité des témoins. « J'ai réussi à convaincre Sophie d'attendre encore quelques jours », écrit Claire. « Je lui ai expliqué qu'il fallait d'abord mettre nos preuves en sécurité et préparer soigneusement notre dénonciation. Mais elle est très impatiente et j'ai peur qu'elle fasse quelque chose d'irréfléchi qui nous mettrait toutes les deux en danger. Si quelque chose nous arrive, regardez dans cette boîte. J'y ai mis tout ce qu'il faut pour confondre Monsieur Lemoine et ses complices. » La troisième page de la lettre contient des instructions précises pour l'utilisation des preuves rassemblées par Claire. Elle y détaille l'emplacement de l'atelier rue Sainte-Catherine, les noms des autres victimes qu'elle a identifiées, et surtout, les heures où Monsieur Lemoine se rend à l'appartement du 6e arrondissement. Avec une précision qui témoigne de sa maturité exceptionnelle, elle dresse un véritable plan d'action pour démanteler le réseau. L'appartement se trouve au 47 rue Auguste-Comte, au 3e étage, précise-t-elle. J'ai vu Monsieur Lemoine y aller tous les mardis vers 18 h avec une mallette pleine de photos. Il y retrouve un homme chauve d'environ 50 ans et une femme blonde plus jeune. Ils parlent allemand entre eux. J'ai reconnu la langue grâce au cours de Madame Weber. Je crois qu'ils vendent les photos à l'étranger. Cette mention de clients étrangers révèle l'ampleur internationale du réseau, expliquant sa sophistication et ses ressources importantes. Henri réalise avec horreur que sa fille s'était retrouvée face à une organisation criminelle aux ramifications européennes, utilisant Lyon comme base d'opération pour alimenter un trafic d'images pédopornographiques à grande échelle. La lettre révèle également que Claire avait tenté de protéger d'autres victimes. Elle avait discrètement averti Sylvie Moreau, une camarade de première également impliquée dans le projet artistique, des véritables intentions de Monsieur Lemoine. Mais Sylvie, terrorisée, avait refusé de croire ces révélations, préférant s'accrocher à l'illusion que leur professeur était un artiste incompris plutôt qu'un prédateur. Sylvie a trop peur pour agir, constate Claire avec une lucidité douloureuse. Elle m'a même menacé de tout raconter à Monsieur Lemoine si je continuais à dire du mal de lui. Je pense qu'elle est trop choquée pour comprendre ce qui lui arrive. C'est pour ça que Sophie et moi, nous devons agir seuls. Nous sommes peut-être les seuls à avoir le courage de le faire. Cette analyse psychologique révèle la maturité exceptionnelle de Claire, capable de comprendre les mécanismes de déni qui protègent les victimes d'abus des vérités trop douloureuses à accepter. Mais elle souligne aussi l'isolement dans lequel se trouvaient les deux sœurs, contraintes de lutter seules contre un adversaire infiniment plus puissant et plus retors qu'elles.
La quatrième et dernière page de la lettre contient l'élément le plus troublant de toute cette révélation. Claire y explique qu'elle a découvert l'identité du véritable dirigeant du réseau pédophile, et cette découverte l'a plongée dans un état de terreur absolue. Il ne s'agit pas seulement de Monsieur Lemoine et de ses complices directs, mais d'une personnalité bien connue de la société lyonnaise, quelqu'un dont la position sociale met le réseau à l'abri de toute investigation sérieuse. « Je ne peux pas écrire son nom, même dans cette lettre », confie Claire. « C'est quelqu'un de trop important, quelqu'un que personne ne croirait capable de ça. Mais j'ai la preuve qu'il dirige tout, qu'il choisit les victimes et organise la distribution des photos. Quand j'ai compris qui c'était vraiment, j'ai eu si peur que j'ai failli tout abandonner. Mais je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que quelqu'un l'arrête. » Cette révélation finale plonge Henri et Marguerite dans un état de choc absolu. Ils comprennent que leur fille n'avait pas seulement découvert un réseau pédophile local, mais une organisation protégée par des personnalités influentes, capables d'étouffer les scandales et de faire taire les témoins gênants. L'ampleur de cette corruption explique pourquoi l'enquête de 1975 n'avait jamais abouti, pourquoi certaines pistes avaient été abandonnées, pourquoi l'homme à la Citroën bleue n'avait jamais été retrouvé. Marguerite fouille fébrilement dans la boîte pour examiner les preuves rassemblées par Claire. Elle y trouve effectivement les photographies mentionnées dans la lettre. Des clichés pris discrètement montrant Monsieur Lemoine en compagnie d'hommes et de femmes non identifiés, des images de l'atelier de la rue Sainte-Catherine, des gros plans sur des documents partiellement visibles. La qualité des photos témoigne du soin extraordinaire que Claire avait mis dans son enquête clandestine. Plus troublants encore sont les documents que Claire avait réussi à photographier ou à recopier. Des listes de noms codés, des adresses dans plusieurs villes européennes, des références à des commandes spéciales et des livraisons urgentes. Ces éléments révèlent l'existence d'un véritable commerce organisé, avec des clients réguliers et des tarifs établis selon l'âge et les spécialités des victimes. Henri découvre également une série d'articles de journaux que Claire avait découpés et annotés. Ces coupures, datant des mois précédant sa disparition, évoquent plusieurs cas de disparition d'adolescents dans la région lyonnaise. Claire avait établi des liens entre ces disparitions et les activités du réseau, soupçonnant que certaines victimes récalcitrantes avaient été définitivement réduites au silence. Cette découverte fait frémir Henri. Sa fille avait compris qu'elle courait un danger mortel, que le réseau n'hésitait pas à éliminer physiquement les témoins gênants. Pourtant, malgré cette terreur légitime, elle avait continué son enquête, poussée par un sens de la justice et un courage qui force l'admiration. Claire savait qu'elle risquait sa vie, mais elle ne pouvait supporter l'idée de laisser d'autres enfants subir les sévices qu'elle avait découverts. Au fond de la boîte, Marguerite trouve un dernier élément qui confirme ses pires craintes. Il s'agit d'un petit carnet dans lequel Claire avait noté tous ses déplacements et toutes ses découvertes avec des dates précises. La dernière entrée, datée du 14 octobre 1975, soit la veille de la disparition, indique « Rendez-vous avec Sophie demain après les cours. Nous avons décidé d'aller directement chez Monsieur Lemoine pour récupérer les dernières preuves. Après ça, nous irons tout raconter à papa et maman. » Cette révélation finale éclaire brutalement les circonstances de la disparition. Les sœurs Martineau ne s'étaient pas rendues dans le centre-ville pour acheter des fournitures scolaires comme elles l'avaient prétendu à leurs parents. Elles avaient menti sur leurs intentions véritables, craignant que la vérité n'inquiète inutilement Henri et Marguerite avant qu'elles n'aient rassemblé toutes les preuves nécessaires à leur dénonciation. Le plan des deux sœurs était aussi courageux que téméraire. Se rendre une dernière fois à l'atelier de Monsieur Lemoine pour photographier ou subtiliser les documents les plus compromettants, puis rentrer chez elles pour tout révéler à leurs parents armés d'un dossier complet. Malheureusement, leur adversaire avait anticipé cette démarche et leur avait tendu un piège dont elles ne reviendraient jamais. Marguerite et Henri comprennent maintenant pourquoi leur fille avait choisi ce jour précis pour agir. C'était un mercredi, jour où Monsieur Lemoine n'avait habituellement pas cours et se rendait généralement à l'appartement de la rue Auguste-Comte.
L'atelier devait être vide, offrant aux deux sœurs l'opportunité idéale pour récupérer les preuves sans risquer de croiser leur bourreau. Mais ils avaient sous-estimé la vigilance de leur adversaire. Monsieur Lemoine, alerté par le comportement de plus en plus méfiant de Claire, avait probablement modifié ses habitudes pour surprendre d'éventuels intrus. Ou peut-être avait-il bénéficié d'informations lui permettant d'anticiper l'action des deux sœurs. Dans tous les cas, le courage de Claire et Sophie s'était heurté à la paranoïa professionnelle d'un criminel expérimenté. La lecture de cette lettre transforme radicalement la compréhension que Henri et Marguerite ont de la disparition de leur fille. Elles n'ont pas été victimes d'un enlèvement aléatoire, ni d'un accident tragique. Elles ont été assassinées pour avoir voulu dénoncer un réseau pédophile protégé par des complicités haut placées. Leur mort n'a pas été le fruit du hasard, mais l'élimination méthodique de témoins gênants par des criminels déterminés à protéger leurs activités. Cette révélation suscite chez les deux époux un mélange complexe de fierté et de détresse. Fierté de découvrir que leur fille avait fait preuve d'un courage et d'une maturité exceptionnelle face à une situation inimaginable. Détresse de réaliser qu'elles étaient mortes pour avoir voulu protéger d'autres enfants, sacrifiant leur vie à un idéal de justice qui les dépassait. Mais cette découverte soulève également une question terrifiante. Si Claire et Sophie ont été tuées pour les empêcher de parler, que va-t-il arriver à leurs parents maintenant qu'ils connaissent la vérité? Le réseau pédophile existe-t-il encore 25 ans plus tard? Ses dirigeants sont-ils toujours en vie et en position de nuire? Henri et Marguerite viennent-ils de mettre leur propre vie en danger en découvrant ces secrets longtemps enfouis? Ces questions angoissantes les amènent à prendre une décision lourde de conséquences. Ils ne peuvent pas garder ces révélations pour eux, au risque de trahir la mémoire de leur fille et de laisser impunis les assassins. Mais ils ne peuvent pas non plus agir à la légère, au risque de subir le même sort que Claire et Sophie. Il leur faut trouver un moyen de révéler la vérité sans s'exposer aux représailles des criminels. C'est alors qu'Henri se souvient de l'inspecteur Beaumont, maintenant retraité mais toujours vivant. Cet homme avait consacré des mois à l'enquête sur la disparition de leur fille. Il avait témoigné d'un attachement sincère à cette affaire. Peut-être accepterait-il de les aider à porter ces révélations devant la justice, en utilisant son expérience et ses anciens contacts pour protéger les nouveaux témoins que sont devenus Henri et Marguerite. Cette décision prise, il rassemble soigneusement tous les documents trouvés dans la boîte de Claire, prenant soin de les photographier pour conserver des copies en lieu sûr. Ils comprennent qu'ils vont devoir affronter un combat difficile contre des adversaires puissants et retors, mais ils n'ont plus le choix. La vérité sur le sort de leur fille doit éclater, quels qu'en soient les risques pour eux-mêmes. Cependant, ils ignorent encore que leur enquête va révéler des ramifications encore plus terrifiantes que tout ce qu'ils imaginent. Car le réseau pédophile découvert par Claire n'était que la partie visible d'une organisation criminelle aux connexions internationales, impliquant des personnalités dont l'influence dépasse largement le cadre lyonnais. La vérité qu'ils s'apprêtent à révéler va bouleverser bien plus que leur propre existence. Le lendemain matin, Henri Martineau compose le numéro de téléphone de l'inspecteur Marcel Beaumont qu'il a conservé précieusement pendant toutes ces années. Sa main tremble légèrement en tenant le combiné, conscient que cet appel va déclencher une série d'événements irréversibles. Quand la voix familière de l'ancien policier résonne dans l'écouteur, Henri sent sa gorge se nouer d'émotion. « Inspecteur Beaumont, ici Henri Martineau. Je sais que vous êtes à la retraite maintenant, mais j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous montrer concernant mes filles. Quelque chose qui change tout. » Le silence qui suit cette annonce témoigne de la surprise de l'ancien enquêteur. Puis, d'une voix où perce l'intérêt professionnel jamais éteint, Beaumont répond « Monsieur Martineau, vous savez que cette affaire ne m'a jamais quitté. Si vous avez découvert quelque chose, je suis à votre disposition. Où voulez-vous qu'on se retrouve ?» Ils conviennent d'un rendez-vous dans un café discret de la presqu'île, loin des quartiers qu'ils fréquentent habituellement. Henri et Marguerite s'y rendent avec la boîte de Claire, dissimulée dans un sac de course ordinaire.
adoptant l'attitude de retraités effectuant leurs emplettes quotidiennes. Cette précaution, qui leur semble exagérée sur le moment, se révélera plus justifiée qu'ils ne l'imaginent. L'inspecteur Beaumont les attend déjà quand ils arrivent au café Le Progrès, établissement anonyme de la rue de la République qu'il a choisi pour sa discrétion. À 68 ans, l'ancien policier a gardé cette prestance naturelle qui caractérisait les enquêteurs de l'ancienne école. Ses cheveux ont blanchi et quelques rides creusent son visage. Mais son regard conserve cette acuité qui faisait de lui un investigateur redoutable. « J'avoue que votre appel m'a intrigué », déclare-t-il en serrant chaleureusement la main d'Henri. « En 25 ans de retraite, je n'ai jamais cessé de penser à vos filles. Cette affaire était l'une de mes plus grandes frustrations professionnelles. » Sans préambule, Henri sort la lettre de Claire et la tend à l'ancien inspecteur. « Lisez d'abord ceci. Nous l'avons trouvée hier en déménageant, cachée dans l'armoire de Claire. Elle l'a écrite 2 jours avant leur disparition. » Claude, le visage de Beaumont se transforme progressivement à mesure qu'il découvre le contenu de cette lettre posthume. Ses sourcils se froncent, ses mâchoires se crispent, et quand il arrive au passage mentionnant Monsieur Lemoine, il relève brusquement la tête. Gabriel Lemoine, le professeur d'art plastique de la Martinière Diderot. Sa voix trahit une stupéfaction mêlée de colère. Bon sang, nous l'avions interrogé à l'époque. Il faisait partie des enseignants que nous avons questionnés systématiquement. Il nous avait paru irréprochable. Cette révélation confirme les soupçons d'Henri sur la sophistication du réseau criminel. Lemoine avait réussi à tromper la vigilance d'un enquêteur expérimenté, témoignant de sa capacité à manipuler non seulement ses jeunes victimes, mais également les autorités chargées de les protéger. Cette faculté d'adaptation explique comment le réseau avait pu opérer si longtemps sans être démasqué. Beaumont poursuit sa lecture avec une attention croissante, annotant mentalement chaque détail révélé par Claire. Quand il arrive au passage décrivant l'appartement de la rue Auguste-Comte et les connexions internationales du réseau, son expression devient grave. Il réalise qu'il a sous les yeux la description d'une organisation criminelle d'envergure européenne, infiniment plus sophistiquée que tout ce qu'il avait imaginé en 1975. Cette gamine était remarquable, murmure-t-il en terminant la lecture. Elle avait mené une véritable enquête policière, avec une méthode et un courage exceptionnels. Si elle avait vécu, elle aurait fait un excellent inspecteur. Marguerite sort alors de son sac les documents et photographies trouvés dans la boîte. L'examen de ces preuves plonge Beaumont dans un silence concentré qui dure plusieurs minutes. Son expérience professionnelle lui permet d'analyser immédiatement la valeur de ces éléments et d'en comprendre les implications. Ces photos de l'atelier sont remarquables, commande-t-il en examinant les clichés à la loupe qu'il sort de sa poche. Votre fille avait l'œil d'un photographe judiciaire. Regardez ces documents partiellement visibles sur le bureau. On peut lire des noms, des adresses, des références codées. C'est exactement le type de preuve dont nous avions besoin à l'époque. Mais c'est la découverte des articles de journaux annotés par Claire qui provoque chez l'ancien inspecteur la réaction la plus forte. Il reconnaît plusieurs affaires qu'il avait lui-même eu à traiter, des disparitions d'adolescents qu'il n'avait jamais réussi à élucider. Les annotations de Claire établissent des liens entre ces cas apparemment isolés, révélant l'existence d'un schéma criminel que les enquêteurs de l'époque n'avaient pas identifié. « Mon Dieu !» souffle Beaumont en découvrant les connexions établies par l'adolescente. Elle avait compris ce que nous, avec tous nos moyens et notre expérience, nous n'avions pas vu. Ces disparitions n'étaient pas des cas isolés, mais les éléments d'un système organisé d'élimination des témoins gênants. Cette révélation bouleverse la compréhension que l'ancien policier avait de ses enquêtes passées. Il réalise qu'il avait été confronté à un adversaire infiniment plus dangereux qu'il ne l'imaginait et que son échec à résoudre ses affaires s'expliquait par l'existence de protections haut placées dont il n'avait jamais soupçonné l'existence.
Henri profite de ce moment de réflexion pour poser la question qui le tourmente depuis la découverte de la lettre. Inspecteur, pensez-vous que ce réseau existe encore aujourd'hui? Que nous courons un danger en révélant ces informations? Beaumont réfléchit longuement avant de répondre, pesant ses mots avec le soin d'un homme habitué aux situations délicates. Il est possible que certains membres du réseau soient encore vivants et en activité. Mais 25 ans ont passé, les priorités ont changé, les protections d'autrefois n'existent plus nécessairement. De plus, nous disposons maintenant de preuves concrètes que nous n'avions pas en 1975. Cette réponse rassure partiellement Henri et Marguerite, mais Beaumont ajoute immédiatement « Cependant, il faut agir avec une extrême prudence. Ces gens ont déjà tué pour protéger leurs secrets. Ils n'hésiteront pas à recommencer s'ils se sentent menacés. Il faut absolument éviter qu'ils apprennent l'existence de ces documents avant que nous ayons pris toutes les précautions nécessaires. » L'ancien inspecteur propose alors un plan d'action qui témoigne de son expérience des affaires sensibles. Il suggère de contacter discrètement plusieurs de ses anciens collègues, maintenant haut placés, dans la hiérarchie policière, des hommes en qui il a une confiance absolue et qui ont les moyens de protéger les témoins. Il recommande également de faire appel à des journalistes d'investigation spécialisés dans les affaires de pédophilie, pour s'assurer que l'information sera largement diffusée et ne pourra pas être étouffée. Le problème principal, explique-t-il, c'est d'identifier le personnage important dont parle votre fille dans sa lettre. Sans son nom, nous ne pouvons pas évaluer précisément les dangers que nous courons ni les résistances que nous allons rencontrer. Cette question cruciale amène Marguerite à examiner une nouvelle fois tous les documents de la boîte, à la recherche d'un indice que Claire aurait pu laisser malgré ses précautions. C'est alors qu'elle remarque un détail qui leur avait échappé lors de leur première lecture. Sur l'une des photographies de l'appartement de la rue Auguste-Comte, on distingue partiellement une plaque professionnelle apposée sur une porte voisine. Beaumont examine cette image avec sa loupe, plissant les yeux pour déchiffrer l'inscription partiellement visible. Progressivement, les lettres se précisent. Maître Jean-Claude Verne. Le reste étant masqué par l'angle de prise de vue. Cette découverte fait bondir l'ancien inspecteur. « Jean-Claude Verneuil !» s'exclame-t-il. « Bien sûr, comment ai-je pu être aussi aveugle ?» Henri et Marguerite le regardent sans comprendre, attendant des explications sur cette réaction spectaculaire. Beaumont leur expose alors ce qu'il sait sur cette personnalité majeure de la société lyonnaise des années 1970. Maître Jean-Claude Verneuil était l'un des avocats les plus influents de Lyon, spécialisé dans la défense pénale et proche du milieu politique local. Son cabinet, situé précisément rue Auguste-Comte, représentait une clientèle prestigieuse, incluant plusieurs élus et chefs d'entreprise. Sa réputation d'intégrité et son engagement dans diverses œuvres caritatives en faisaient une figure respectée et apparemment au-dessus de tout soupçon. Verneuil était intouchable, explique Beaumont. Il avait des relations dans tous les milieux, justice, politique, presse, police. Si c'était vraiment lui le dirigeant du réseau, cela explique pourquoi nos enquêtes n'aboutissaient jamais, pourquoi certaines pistes étaient abandonnées, pourquoi des témoins se rétractaient soudainement. Cette révélation éclaire rétrospectivement tous les dysfonctionnements que l'inspecteur avait constatés sans pouvoir les expliquer pendant ses enquêtes des années 1970. Les coïncidences troublantes, les obstacles administratifs, les pressions hiérarchiques subtiles qui l'avaient empêché d'approfondir certaines pistes prennent soudain tout leur sens. Beaumont se souvient maintenant que Verneuil était intervenu discrètement dans plusieurs affaires de mœurs impliquant des mineurs, prétendant agir par souci humanitaire pour éviter aux familles des scandales inutiles. Cette sollicitude, qui paraissait louable à l'époque, révèle maintenant sa véritable nature. Verneuil protégeait son réseau en étouffant les affaires qui risquaient de le compromettre. Mais Verneuil est mort en 1987, précise l'ancien inspecteur. Cancer du foie, si mes souvenirs sont bons. Il a emporté ses secrets dans la tombe. Cependant, s'il dirigeait effectivement ce réseau, il devait avoir des associés, des successeurs.
L'organisation était trop sophistiquée pour disparaître avec un seul homme. Cette information rassure partiellement Henri et Marguerite quant à leur sécurité immédiate, mais elle soulève de nouvelles questions sur l'évolution du réseau depuis la mort de son supposé dirigeant. Beaumont explique que les années 1980 et 1990 ont vu naître une prise de conscience internationale sur les réseaux pédophiles, avec une coopération policière renforcée et des moyens d'investigation plus sophistiqués. Il est possible que le réseau se soit adapté, qu'il ait modifié ses méthodes ou déplacé ses activités, analyse-t-il. Mais il est également possible qu'il ait été démantelé après la mort de Verneuil, faute de leadership suffisant. Dans tous les cas, nous devons agir comme s'il représentait encore une menace potentielle. L'ancien inspecteur propose alors une stratégie en 2 phases. D'abord, protéger Henri et Marguerite en plaçant les documents en lieu sûr et en organisant leurs témoignages dans des conditions de sécurité maximale. Ensuite, reconstituer l'histoire complète du réseau en croisant les révélations de Claire avec les dossiers d'enquête conservés dans les archives policières. Je vais contacter immédiatement le commissaire Dubar, qui dirige maintenant la police judiciaire de Lyon, annonce Beaumont. C'est un homme intègre en qui j'ai une confiance absolue. Il saura organiser votre protection et relancer l'enquête dans de bonnes conditions. Mais au moment où il tend la main vers son téléphone portable, Beaumont remarque quelque chose qui le fait frémir. À travers la vitre du café, il distingue une voiture aux vitres teintées stationnée en face, dans laquelle 2 hommes semblent observer l'établissement. Cette surveillance, qui aurait pu passer pour une coïncidence, prend une dimension inquiétante dans le contexte de leur révélation. « Ne vous retournez pas », murmure-t-il à Henri et Marguerite. « Nous sommes peut-être observés. Il faut partir d'ici immédiatement, mais séparément. Vous, prenez la sortie arrière qui donne sur la rue Thomassin. Moi, je sors par l'entrée principale. Rendez-vous dans 1 heure à l'église Saint-Isier. » Cette révélation de leur surveillance potentielle confirme brutalement que le danger n'appartient pas au passé. Quelqu'un s'intéresse encore suffisamment aux secrets de Claire et Sophie pour faire surveiller leurs parents. Le réseau, sous une forme ou une autre, existe toujours et considère les Martineau comme une menace à neutraliser. Henri et Marguerite quittent discrètement le café par la sortie arrière, emportant avec eux la boîte de Claire et une angoisse nouvelle. Ils comprennent qu'en découvrant la vérité sur le sort de leur fille, ils viennent de rouvrir une guerre qui n'avait jamais vraiment cessé. Mais cette fois, ils ne sont plus seuls face à leurs adversaires et ils disposent des armes que Claire avait forgées pour eux au prix de sa vie. L'église Saint-Nizier, l'une des plus anciennes de Lyon, offre le cadre parfait pour une rencontre discrète. Ses nombreuses chapelles latérales et ses recoins sombres permettent de passer inaperçus parmi les touristes et les fidèles qui la fréquentent. Henri et Marguerite s'installent dans la chapelle dédiée à Sainte Blandine, patronne de Lyon, trouvant une symbolique appropriée dans cette sainte qui avait elle aussi péri pour ses convictions. L'inspecteur Beaumont les rejoint avec un quart d'heure de retard, ayant pris soin de s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Son expression tendue révèle que leurs craintes concernant la surveillance étaient fondées. Il s'assoit près d'eux et, d'une voix étouffée par l'acoustique de l'église, leur fait part de ses observations. « La voiture qui nous observait appartient à une société de sécurité privée, » révèle-t-il. « J'ai relevé la plaque et fait jouer mes anciens contacts. Ces gens ne sont pas des amateurs. Quelqu'un paie très cher pour surveiller vos mouvements. » Cette confirmation de l'existence d'une menace contemporaine transforme radicalement la situation. Il ne s'agit plus seulement de faire justice pour des crimes vieux de 25 ans, mais de se protéger contre des adversaires toujours actifs et potentiellement dangereux. Beaumont explique qu'il a déjà alerté ses contacts dans la police, mais que les procédures officielles prendront du temps à se mettre en place. « En attendant, vous devez absolument éviter de rentrer chez vous, » insiste-t-il. « J'ai réservé une chambre pour vous dans un petit hôtel discret près de Pardieu. Vous y serez en sécurité le temps que nous organisions votre témoignage officiel. » Henri proteste faiblement, rappelant qu'ils ont un déménagement à terminer et des obligations à respecter. Mais Marguerite, plus pragmatique, comprend immédiatement la gravité de leur situation.
elles acceptent la protection proposée, conscientes que leur vie a basculé définitivement avec la découverte de la lettre de Claire. Les jours suivants s'écoulent dans une atmosphère de tension constante. Henri et Marguerite vivent reclus dans leur chambre d'hôtel, ne sortant que pour les rendez-vous organisés par Beaumont avec les autorités judiciaires. Ces entretiens, menés par le procureur Alain Martel et l'inspecteur-chef Patricia Rousseau, permettent de constituer progressivement un dossier d'accusation posthume contre le réseau pédophile. L'examen des preuves rassemblées par Claire révèle l'ampleur extraordinaire de son travail d'investigation. Les photographies qu'elle avait prises permettent d'identifier formellement l'atelier de la rue Sainte-Catherine ainsi que plusieurs individus qui gravitaient autour de Gabriel Lemoine. Les documents qu'elle avait copiés révèlent l'existence de connexions avec des réseaux similaires dans d'autres villes européennes. Plus important encore, l'analyse des articles de journaux annotés par l'adolescente permet de rouvrir plusieurs affaires de disparition classées sans suite. L'enquête révèle que 6 autres adolescents disparus entre 1972 et 1976 dans la région lyonnaise présentaient des profils similaires à ceux de Claire et Sophie, élèves doués issus de familles modestes, tous en contact avec des établissements scolaires ou officiaient des complices du réseau. Gabriel Lemoine lui-même reste introuvable. Les recherches dans les archives révèlent qu'il a quitté l'Éducation nationale en juin 1976, prétextant des problèmes de santé. Depuis cette date, sa trace se perd complètement, comme s'il avait purement et simplement disparu de la circulation. Cette évaporation suspecte confirme qu'il était parfaitement conscient des risques qu'il courait après l'élimination des sœurs Martineau. Cependant, l'enquête connaît une accélération spectaculaire quand l'inspecteur-chef Rousseau décide d'explorer les archives notariales concernant l'appartement de la rue Auguste-Comte. Cette démarche, inspirée par les révélations de Claire sur les activités qui s'y déroulaient, révèle que le bien appartenait effectivement à maître Jean-Claude Verneuil, confirmant son implication directe dans le réseau. Plus troublant encore, l'appartement avait été vendu en catastrophe en novembre 1975, soit un mois seulement après la disparition des sœurs Martineau. Cette coïncidence temporelle témoigne de la panique qui avait saisi les membres du réseau après l'élimination des 2 témoins gênants. Verneuil avait probablement craint que d'autres investigations révèlent l'existence de ce lieu compromettant. L'acheteur de l'appartement, un certain Henri Gastaldi, se révèle être le nom d'emprunt utilisé par Verneuil lui-même pour brouiller les pistes. Cette découverte confirme la sophistication de l'organisation criminelle et sa capacité à anticiper les enquêtes judiciaires. Chaque élément du système avait été pensé pour résister aux investigations policières de l'époque. La fouille de l'appartement, ordonnée par le procureur Martel, malgré les changements de propriétaires successifs, apporte la preuve définitive des activités criminelles qui s'y déroulaient. Dans les fondations de l'immeuble, les enquêteurs découvrent une cache murée contenant des milliers de photographies compromettantes, des listes de clients et des archives comptables détaillées du trafic. Ces documents, remarquablement bien conservés dans leur cachette étanche, révèlent l'ampleur internationale du réseau dirigé par Verneuil. Des commandes provenaient d'Allemagne, de Suisse, de Belgique et même des États-Unis, avec des tarifs variant selon l'âge des victimes et la nature des prestations demandées. Le chiffre d'affaires de cette organisation criminelle se chiffrait en millions de francs de l'époque. Plus glaçant encore, les archives contiennent une liste de 17 noms d'adolescents définitivement éliminés entre 1970 et 1978. Claire et Sophie Martineau figurent en bonne place sur cette liste macabre, avec la mention « neutralisée le 15-10-75 » et la signature de Gabriel Lemoine. Cette preuve irréfutable de leur assassinat apporte enfin la vérité que Henri et Marguerite attendaient depuis 25 ans. La révélation de l'existence de cette liste provoque un choc dans l'opinion publique lyonnaise. Les familles des autres victimes, qui avaient vécu le même calvaire que les Martineau, voient enfin leurs soupçons confirmés. Une vague d'émotion et de colère déferle sur la ville, accompagnée d'une demande pressante de justice pour tous ces crimes restés impunis.
L'enquête révèle également l'existence de complicités troublantes au sein même des institutions censées protéger les enfants. Plusieurs enseignants, éducateurs et responsables administratifs avaient fermé les yeux sur les activités du réseau, soit par corruption directe, soit par chantage exercé grâce aux photographies compromettantes. Cette corruption systémique explique pourquoi les signalements d'abus étaient systématiquement étouffés. Le procureur Martel décide de lancer une commission d'enquête parlementaire pour examiner les dysfonctionnements institutionnels qui avaient permis à ce réseau d'opérer impunément pendant près d'une décennie. Cette commission, présidée par la sénatrice Marie-Claude Beaulieu, révélera l'existence de réseaux similaires dans d'autres régions françaises, provoquant une prise de conscience nationale sur la nécessité de protéger les enfants. Parallèlement, l'enquête internationale déclenchée par les révélations lyonnaises permet d'identifier et de démanteler plusieurs réseaux pédophiles européens. Les connexions établies par Verneuil avec ses homologues étrangers facilitent grandement le travail des polices nationales, aboutissant à l'arrestation de dizaines de criminels dans toute l'Europe. Pour Henri et Marguerite, ces développements spectaculaires apportent enfin la justice qu'ils réclamaient depuis si longtemps. Mais ils découvrent également l'ampleur du sacrifice consenti par leurs filles. Claire et Sophie ne sont pas mortes en vain. Leur courage posthume a permis de sauver de nombreux autres enfants et de démanteler une organisation criminelle aux ramifications internationales. La médiatisation de l'affaire transforme progressivement Henri et Marguerite en figures symboliques de la lutte contre la pédophilie. Leur association Espoir et Solidarité devient un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour l'amélioration de la protection de l'enfance. Ils consacrent leurs dernières années à témoigner dans les écoles et les universités, sensibilisant les nouvelles générations aux dangers que peuvent représenter certaines figures d'autorité. En 2003, 3 ans après la découverte de la lettre de Claire, un mémorial est inauguré place Bellecour en hommage aux 17 victimes du réseau Verneuil. Cette stèle sobre, ornée des noms gravés dans le marbre noir, rappelle à tous les Lyonnais qu'une vigilance constante est nécessaire pour protéger les plus vulnérables de la société. Henri et Marguerite assistent à cette cérémonie entourés de toutes les familles de victimes, unis dans un recueillement partagé, mais aussi dans la satisfaction d'avoir obtenu justice. Leurs filles sont enfin reconnues comme les héroïnes qu'elles étaient, des adolescentes courageuses qui avaient payé de leur vie leur refus de se taire face à l'injustice. La découverte de la vérité sur le sort de Claire et Sophie transforme également la perception que Henri et Marguerite ont de leur propre deuil. Ils comprennent que leurs filles n'ont pas été victimes du hasard, mais qu'elles ont choisi consciemment d'affronter le danger pour protéger d'autres enfants. Cette révélation transforme leur douleur en fierté, leur désespoir en admiration. En 2005, Henri s'éteint paisiblement à l'âge de 78 ans, entouré de Marguerite et des membres de leur association devenue une grande famille symbolique. Ces derniers mots, rapportés par sa femme, sont pour ses filles « Dites-leur que papa est fier d'elles. Elles ont été plus courageuses que leur vieux père. » Marguerite lui survit jusqu'en 2010, continuant à témoigner malgré son grand âge des dangers que représentent les réseaux pédophiles. Sa mort, à 85 ans, est ressentie comme une perte par tous ceux qui luttent pour la protection de l'enfance. Elle rejoint Henri et leur fille dans le caveau familial du cimetière de Loyasse, où une plaque spéciale rappelle leur combat pour la vérité et la justice. L'affaire des sœurs Martineau continue d'être étudiée dans les écoles de police et les facultés de criminologie, comme un exemple parfait de la détermination nécessaire pour faire triompher la justice. Elle illustre également l'importance de ne jamais abandonner, même face aux obstacles apparemment insurmontables. Mais cette histoire nous enseigne surtout que le courage peut surgir là où on l'attend le moins. 2 adolescentes de quartier populaire, armées seulement de leur sens moral et de leur intelligence, avaient réussi à rassembler les preuves qui confondraient leurs bourreaux. Leur sacrifice n'a pas été vain. Il a ouvert la voie à une prise de conscience collective et à des changements durables dans la protection des enfants.
Aujourd'hui encore, quand des familles se battent pour obtenir justice dans des affaires de disparitions inexpliquées, beaucoup évoquent l'exemple des Martineau pour puiser la force de continuer. Car cette histoire démontre qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir la vérité, que les secrets les mieux gardés finissent toujours par ressortir, et que l'amour familial peut triompher de tous les silences. L'association Espoir et Solidarité, devenue depuis une fondation reconnue d'utilité publique, continue le combat initié par Henri et Marguerite. Elle a permis de retrouver plusieurs centaines d'enfants disparus et d'accompagner des milliers de familles dans leur quête de vérité. Le bureau de la fondation, situé désormais dans un immeuble moderne de Pardieu, conserve précieusement la lettre originale de Claire et les documents qu'elle avait rassemblés, témoignages éternels de son courage exceptionnel. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que derrière chaque disparition se cache une famille brisée, que derrière chaque enquête classée subsistent des questions sans réponse. Mais elle nous enseigne aussi que la persévérance et l'amour peuvent faire des miracles, que 25 ans d'attente peuvent s'effacer en un instant quand la vérité triomphe enfin. Qu'avez-vous pensé de cette histoire bouleversante? Le courage de Claire et Sophie vous a-t-il ému? Comprenez-vous maintenant pourquoi leurs parents n'ont jamais renoncé à chercher la vérité? Cette enquête montre à quel point il est important de ne jamais baisser les bras face à l'injustice et de toujours croire en la possibilité de faire triompher la vérité. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez découvrir d'autres cas mystérieux comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like pour soutenir notre travail et partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait être intéressé par ces enquêtes troublantes. Votre soutien nous permet de continuer à révéler ces vérités oubliées qui méritent d'être connues.